Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous aider à trouver votre positionnement, de vous expliquer aussi ce que c'est que le positionnement et de le communiquer efficacement parce que c'est un sujet qui est important. Même si on est déjà lancé en freelance depuis longtemps, il faut toujours mettre à jour un petit peu son positionnement et toujours mettre à jour la manière dont on communique. Je répondrai aux questions à la fin, mais n'hésitez pas à me dire si quelque chose qui n'est pas du tout clair, etc. Parce que si ce n'est pas clair pour vous, ce sera sûrement pas clair pour quelqu'un d'autre. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans le chat ce que vous faites, quelle est votre activité, et on essaiera d'affiner votre positionnement d'ici la fin de cette petite masterclass. Donc, Clément m'a déjà présenté, donc je ne vais pas me représenter. Je voulais juste rajouter que je suis membre du collectif social média Loukoum, qui est un collectif de freelance. Donc, au programme aujourd'hui, je vais vous aider à trouver votre positionnement, à le communiquer efficacement et il y aura un plan d'action à la fin de cette masterclass pour que vous puissiez vous lancer parce que l'idée, c'est vraiment que vous passiez à l'action juste après et que ce ne soit pas juste un cours, mais vraiment une méthode pour vous, pour votre activité, pour développer votre activité. Alors, si vous êtes inscrit ce matin, c'est peut-être que vous reconnaissez dans une de ces situations. Vous avez un chiffre d'affaires qui est peut-être OK, satisfaisant, mais vous êtes conscient que vous pourriez faire mieux et surtout proposer des prestations encore plus qualitatives et surtout au cœur de votre zone de génie, c'est-à-dire au cœur de ce que vous avez envie de faire, ce que vous faites le mieux, etc. Vous maîtrisez vos sujets à la perfection, mais vos clients ne vous reconnaissent pas forcément comme un expert, en tout cas pas tous. Vous adaptez vos prestations à chacun de vos clients, voire vous définissez comme un couteau suisse du digital, vous faites beaucoup de choses, etc. Et vous avez vos méthodes pour trouver vos clients, elles fonctionnent, mais vous pourriez avoir un système encore plus solide pour pouvoir vraiment choisir vos clients et faire vraiment les choses que vous avez envie de proposer. Donc dites-moi si vous vous reconnaissez dans ces situations dans le chat ou pas du tout, ou si vous êtes déjà un petit peu plus avancé, parce que c'est souvent un peu les principales problématiques qu'on a, même quand on est déjà lancé, même quand on a de l'expérience. Donc, après, ouais, carrément, vous me dites carrément, oui, c'est ça, c'est vraiment, moi aussi, je suis passée par là, on a tous eu ce problème-là, donc là, l'idée, c'est vraiment de vous aider à surmonter tout ça à travers cette masterclass. Alors, comment trouver son positionnement ? Déjà, je voulais vous rappeler un petit peu ce que ça voulait dire, le positionnement, parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Le positionnement, si vous voulez, c'est la place que vous voulez occuper dans l'esprit de vos clients par rapport à vos concurrents, par rapport aux autres prestataires, aux autres freelances, aux consultants, aux solopreneurs qui produisent un travail similaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir, en fait, à quoi pense votre client quand il pense à vous, en fait. Qui êtes-vous pour vos clients ? Qu'est-ce que vous faites ? Il y a un petit peu deux aspects dans ce positionnement. Il y a l'aspect vraiment proposition de valeur. Qu'est-ce que vous apportez comme valeur ? Qu'est-ce que vous apportez sur le marché sur lequel vous voulez vous placer ? Qui sont vos clients et quelles solutions vous représentez pour elles. Donc, ce n'est pas uniquement voilà, les tâches que vous allez effectuer, si vous êtes rédacteur, si vous êtes développeur, voilà, les différentes tâches, ça va être vraiment qu'est-ce que vous apportez comme transformation. Et le deuxième aspect de ce positionnement, c'est vraiment votre différenciation par rapport à vos concurrents, c'est-à-dire aux autres personnes auxquelles vos clients pourraient faire appel. C'est-à-dire qu'est-ce que vous proposez comme avantage concurrentiel. En fait, le problème, c'est que si vous n'avez pas de différenciation ou si vous en avez une mais que vous ne la communiquez pas, en fait, seul le prix fera la différence et le problème de ne pas avoir de positionnement clair, c'est qu'on pourra vous choisir vous ou un autre et vous aurez peu de levier en fait sur les prix que vous affichez et on ne saura pas vraiment exactement ce que vous faites et surtout, vos pairs ne pourront pas vous recommander. Donc ça, c'est important aussi que vos pairs puissent savoir comment vous êtes positionné pour qu'ils puissent vous recommander s'ils ne sont pas la bonne solution pour vos clients. Donc le positionnement, c'est vraiment la base, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on a fait cette partie avant la négociation, parce que si vous avez un positionnement clair, ça sera aussi beaucoup plus facile de négocier. Alors, on oppose souvent en marketing deux approches au niveau du positionnement. On a la stratégie de l'océan bleu, je pense que vous connaissez certains. C'est l'océan bleu, ça veut dire qu'on va choisir en fait un segment utile, des services qui sont utiles, où on est sûr d'avoir des clients, mais potentiellement, on aura aussi beaucoup de concurrents. Donc, peut-être qu'on va avoir un positionnement, c'est-à-dire très large. On va être développeur, par exemple, pour plusieurs types d'applications. Mais du coup, on est sûr qu'il y a un besoin. Et la stratégie de l'océan rouge, c'est le choix d'une spécialisation très précise ou alors d'un segment beaucoup plus innovant, par exemple un nouvel outil, une nouvelle technique, un nouveau système, etc. Donc, vous aurez moins de concurrents, mais vous aurez aussi plus d'éducation à faire envers vos clients pour montrer en fait que votre solution, elle est innovante et nouvelle et elle est très bien. Et surtout, vous aurez peut-être moins de clients potentiels au début.
En fait, c'est un bon modèle, c'est d'avoir ces deux stratégies et de choisir ces deux stratégies pour les entreprises. Quand on crée une entreprise, c'est un bon modèle. Mais en tant qu'indépendant, vous pouvez aller encore plus loin parce que vous avez le pouvoir de créer un positionnement qui est 100% unique. C'est-à-dire que même en étant dans un segment très utile, où il y a plein de clients potentiels, etc., vous pouvez vous différencier à 100%. Et l'objectif, c'est de définir vraiment ce qu'on appelle une USP, donc c'est-à-dire une proposition de valeur unique. Est-ce que vous êtes familier avec ce terme? Est-ce que vous le connaissez? N'hésitez pas à me le dire. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui vous correspond à 100% et pas seulement à vos compétences, qui correspond aussi à vos qualités humaines, à vos méthodes de travail, à ce que vous avez envie aussi pour votre vie, la manière dont vous avez envie de travailler. Et on a ce pouvoir-là en tant qu'indépendant. Donc là, l'idée, c'est vraiment de le prendre. Je voulais vous donner un petit peu un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. Donc, j'ai pris mon exemple. Donc, moi, si vous voulez, dans mes prestations, donc je suis consultante réseaux sociaux et j'ai des prestations qui sont des prestations de type océan bleu, c'est-à-dire que c'est des prestations qui sont très demandées, très utiles, où il y a beaucoup de clients. Donc, c'est des prestations de type construire une stratégie réseaux sociaux, créer des calendriers de posts, donner des idées de posts à mes clients, créer des contenus, même si c'est une partie que je délègue, et des formations réseaux sociaux en général, donc tous les réseaux sociaux, etc. Mais j'ai aussi des prestations océan rouge, donc c'est-à-dire j'ai des audits, je fais des dashboards automatisés, des analyses, etc. Donc c'est des prestations en fait plus spécifiques. Mais c'est pas comme ça que je présente mes prestations. En fait, la manière dont j'explique ce que je fais, c'est que mes clients, je vais leur dire précisément ce qu'ils doivent faire sur les réseaux sociaux en m'appuyant sur leurs données existantes et en m'appuyant sur leurs données réseaux sociaux et celles de leurs concurrents dans l'objectif de faire des réseaux sociaux un levier efficace. Ça, c'est ma proposition de valeur, en fait. C'est-à-dire que je ne vais vraiment pas détailler tout de suite la liste des prestations. Je vais leur expliquer d'abord comment je me positionne par rapport à tous les consultants en stratégie réseaux sociaux qui existent, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, l'idée, c'était vraiment de trouver un positionnement unique et que quand je discute avec un client, ils disent « Ah oui, cette approche, elle me convient, elle est analytique, j'aime bien cette approche. » Et moi, ça me permet d'exprimer tout ce que j'ai exprimé, parce que je ne suis pas quelqu'un de très analytique, je ne suis pas quelqu'un de très créatif, par exemple, dans mon domaine. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle et si vous avez des questions par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment important de ne pas vous définir par rapport à la liste des prestations que vous faites, mais par rapport à ce que vous apportez, vous, en tant qu'individu. Par exemple, Aruna, voilà ce que tu apportes précisément. Et on peut même aller encore plus loin, faire quelque chose d'encore plus précis. Mais déjà, c'est quand même assez précis. Et ce positionnement-là, moi, me permet d'avoir des clients parce que, en fait, c'est des gens qui sont attirés par cette approche-là et de me différencier et de même me faire recommander par des gens qui seraient potentiellement des concurrents, mais en fait, qui reconnaissent que, voilà, je suis meilleure dans cette approche-là. Donc, l'idée, c'est qu'on arrive à ça aussi pour vous. Alors, Arnaud qui n'est pas sûr de comprendre la distinction océan rouge versus océan bleu. Donc, ça, c'est important. Donc, l'idée, c'est que vraiment, vous avez, en tout cas dans la manière dont je vous l'explique aujourd'hui, vous avez vraiment, d'un côté, des prestations que potentiellement beaucoup de clients vont vous demander, où vous êtes nombreux sur ce marché-là, et des prestations un peu plus spécifiques, un peu plus rares, où vous êtes un petit peu moins nombreux aussi à le proposer, mais où, du coup, le marché est encore en construction. Voilà, pour l'explication. Donc, les questions à se poser pour trouver son positionnement. Donc, quelles sont vos spécialités? Quelle est votre zone de génie? Quelles ont été vos meilleures expériences de travail? Alors, en tant que salarié ou en tant qu'indépendant. Qu'est-ce que vous avez préféré faire? Quels ont été les projets un petit peu les plus satisfaisants? Donc, ça, c'est les deux premières questions qui vous concernent, vous, en perso. Voilà, ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de développer par la suite pour votre activité d'indépendant. Donc, je pense que c'est vraiment quand même les premières questions à se poser, de partir vraiment de vous, puis d'aller vers vos clients. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter avec votre personnalité, avec vos compétences, etc. Donc, quels ont été les projets qui ont été le mieux accueillis par vos clients? Quels ont été ceux qui ont été le plus rentables en termes de temps passé, chiffre d'affaires? Et quels sont les besoins sur votre marché selon vous? Et enfin, dernière question, et la plus importante, un peu la pierre angulaire de la suite, quelles sont les problématiques clients que vous résolvez? Quelle est votre différenciation sur ce sujet et votre manière unique de les traiter? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vraiment répondre à ces questions-là et de vous dire, voilà, de vous faire un petit peu la liste, de faire un petit brainstorm avec vous-même et de vous dire, voilà, qu'est-ce que vous allez proposer, etc. par rapport à cette liste-là, voilà, de copier ces questions. Hop.
Alors, l'idée, c'est aussi d'identifier des domaines de compétences et d'expertise. Donc, d'identifier des compétences par audience cible, par type, par thématique, par exemple, par secteur, par type d'intervention, par outil, ou par type de livrable, ou par type de cible. Ça, c'est un peu comme vous voulez. Mais l'idée, c'est vraiment de choisir quand même des choses un petit peu précises sur lesquelles vous pouvez communiquer facilement. Alors, un peu de minimalisme. Vous pouvez choisir, par exemple, 2 spécialités, mais qui sont, par exemple, complémentaires. Par exemple, si vous êtes consultant réseaux sociaux spécialisé dans le secteur bancaire et formateur, parce que c'est des choses qui peuvent aller ensemble. Évidemment, quand on choisit, on renonce aussi à beaucoup de choses, mais l'idée, c'est d'avoir un positionnement qui sera plus affirmé et ce sera aussi beaucoup plus facile de travailler parce que vous aurez des process précis sur vos sujets et aussi dans votre communication parce que ce sera aussi beaucoup plus facile de communiquer. Donc ça, c'est vraiment important. Est-ce que parmi vous, vous avez déjà identifié des domaines de compétences, des expertises précises? Est-ce que vous avez des difficultés à faire? N'hésitez pas à me le dire parce que ce n'est pas forcément évident de faire des choix et de se dire, voilà, je vais partir sur ça, il y a un marché, c'est ce que j'ai envie de faire, etc. Alors, l'idée, c'est d'arriver à créer un positionnement qui est vraiment unique. Le problème à régler. Vous avez identifié un problème spécifique à régler auprès d'une cible spécifique, c'est-à-dire d'une audience spécifique, d'un type de personne spécifique, par exemple des directeurs techniques, des directeurs marketing, etc. Cela peut être un ensemble de problèmes liés à une même problématique. Donc, ça peut être aussi un ensemble de problèmes. Vous réglez peut-être plusieurs problèmes, mais globalement, voilà, on commence vraiment par là. Ensuite, vous avez votre solution. Vous avez un positionnement qui vous permet d'arriver à une transformation pour vos clients avec différentes étapes que vous allez apporter. Et l'idée, c'est que votre solution, elle est différenciante parce que vous avez votre méthode, vous avez votre manière de travailler, etc. Et globalement, vous allez chercher à être dans une approche qualitative par rapport à des concurrents potentiels, puisque c'est ça qui vous permettra aussi d'avoir un levier pour négocier vos tarifs. Et la troisième étape, qui est une fois que vous avez défini tout ça, c'est vraiment de communiquer clairement sur votre solution, d'avoir une visibilité suffisante pour générer des prospects régulièrement. Et ça, c'est beaucoup plus facile une fois qu'on a un positionnement clair, puisqu'on peut l'écrire beaucoup plus facilement, on peut le dire beaucoup plus facilement, on peut être plus spécifique sur son profil LinkedIn, parce que l'erreur que je vois beaucoup, c'est d'avoir des profils LinkedIn avec des titres très très larges, qui ne sont pas forcément parlants et qui ne vont pas forcément aider en fait le prospect potentiel à se dire voilà, c'est la bonne personne pour moi, il va m'aider à régler mes problèmes et il va être une bonne personne pour m'accompagner. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie qui est souvent négligée, c'est la partie cadrage de la collaboration, mais ça fait entièrement partie de votre positionnement, puisque la manière dont en fait vous créez du lien avec vos clients, alors par cadrage, j'entends comment est-ce que vous accompagnez votre client, est-ce que vous faites des points réguliers, est-ce que vous faites un planning, est-ce que vous avez un outil pour travailler avec lui, etc. Et l'idée, c'est c'est ça qui va créer un lien de confiance, c'est la manière dont vous allez lui expliquer comment vous travaillez et de travailler avec lui. Donc, ça, c'est vraiment important, ça rassure beaucoup. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte que votre prospect vous demande alors comment ça se passe, comment on travaille avec vous. Et là, vous lui expliquez un petit peu tout le cadre de travail, comment ça va se passer. Et c'est ça qui va structurer le lien entre vous. Et ce qui est bien quand on définit soi-même le cadrage et quand ce n'est pas le client qui le fait, c'est que vous avez entièrement le contrôle du coup de la collaboration. Évidemment, le planning, il est à valider, etc. Mais ça vous permet de donner des délais qui conviennent par rapport à votre travail. Donc ça, c'est vraiment important et c'est une partie qui est négligée. Et puis, il faut le faire en fonction de sa personnalité. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien communiquer beaucoup, vous avez besoin, par exemple, vous avez un client qui est quotidien, etc., vous avez besoin de faire un point tous les jours avec lui, faites-le. Si vous préférez l'email, si vous préférez Slack, essayez de valoriser les solutions qui vous conviennent dans votre communication, ce qui ne vous empêche pas d'intégrer aussi évidemment les outils de communication du client, mais essayez quand vous avez le choix en tout cas, de poser un cadre qui correspond à votre personnalité, qui correspond à la manière dont vous avez envie de travailler et qui va aussi rassurer votre client. Alors du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, n'hésitez pas, si vous avez déjà réfléchi à votre positionnement, à me le décrire dans les commentaires, à me dire un petit peu, est-ce que ça vous aide pour un petit peu préciser ce que vous faites. Hop, on a beaucoup de développeurs dans l'audience. Il y a des community managers, n'hésitez pas à me le dire aussi. Donc, j'attends un petit peu vos réponses. Je regarde un petit peu dans le chat.
Alors, Jean-Louis qui nous dit qu'en tant que développeur, c'est plutôt l'audience à cibler. Un CTO va chercher un domaine d'expertise précis, un langage précis. Alors qu'une entreprise qui ne connaît rien, il se fout de la techno. Ça, c'est important. Ouais. Selon votre cible, effectivement, vous n'allez pas utiliser le même langage. Et si vous êtes face à quelqu'un qui n'y connaît rien, il va falloir vraiment être très pédagogue. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes sur quelqu'un qui s'y connaît très, très bien, il va falloir être plus précis. Mais ça, vous pouvez aussi adapter. Par exemple, si vous faites une présentation pour présenter vos services, dans votre présentation, un petit peu au niveau du client, ça se fait beaucoup. Moi, c'est mon cas aussi. Hein. J'ai parfois des clients qui n'ont pas le même niveau. Donc, j'adapte par rapport à ça. Et puis, on ne va pas travailler les mêmes sujets avec quelqu'un qui ne connaît rien et quelqu'un qui connaît très bien. Il faut aussi connaître les concurrents. Et finalement, ouais, c'est ça, ça veut dire aussi analyser un petit peu ce qui se passe autour de vous. Donc, très bon point. Et Cynthia, qui est consultante en social media. Super. Positionnement data analyst, admin, base de données. Ça marche les deux si tu arrives vraiment à trouver un lien entre les deux et à le raconter. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc c'est parfait. Donc l'idée dans la communication, c'est d'arriver à raconter ce que vous faites et vraiment avoir une histoire autour de ça. Donc l'idée, c'est pour affirmer son positionnement, c'est vraiment de le raconter. Donc est-ce que c'est lié à une passion? Est-ce que c'est lié à un centre d'intérêt? Est-ce que c'est lié à votre expertise? Est-ce que c'est lié au fait que... Enfin voilà, trouvez vraiment un lien, par exemple, entre vos différents métiers. Si vous travaillez sur un secteur précis, dire pourquoi, etc. Parce qu'en fait, si vous voulez, les gens ont besoin de savoir précisément pourquoi vous faites ça. Et l'idée, c'est pas de raconter votre vie, mais c'est vraiment qu'ils comprennent que vous êtes vraiment la personne la plus adaptée pour le projet parce que votre positionnement et l'histoire aussi de votre positionnement correspond à 100% à ce qu'ils souhaitent. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vous focaliser sur les canaux où sont vos clients potentiels. Alors là, ça paraît simple, mais c'est vrai que la plupart des gens ne le font pas forcément. Et les canaux peuvent être les réseaux sociaux, mais pas seulement. Ça peut être aussi des réseaux, des associations où potentiellement ils peuvent être. Là, il y a la reprise des événements, donc il y a de nouveau des événements, donc par exemple des événements tech, si vous êtes dans la tech, etc. De choisir quelques leviers, de ne pas être partout, ça c'est aussi une erreur qu'on voit beaucoup, c'est d'être sur trop de réseaux à la fois, ou trop de canaux à la fois. Mon conseil, c'est d'en choisir 2 ou 3 maximum et de les travailler à fond, de commencer par un si on n'en a aucun. Et vraiment de le faire à fond, de le faire vraiment bien. Et c'est pour ça que le choix est important. Le choix, donc LinkedIn, par exemple, c'est un bon canal dans B2B si vous voulez proposer vos services à des professionnels. Et l'idée aussi, c'est de planifier des communications régulières tout au long de l'année de manière à garder un rythme, même quand vous êtes booké. Parce que l'erreur aussi qu'on voit, c'est des gens qui communiquent tout d'un coup un petit peu en urgence quand ils n'ont plus de mission ou quand ils terminent une mission. Alors que je pense que l'idée, c'est plutôt d'avoir un petit planning toute l'année où on va un petit peu avoir ces différentes communications régulièrement et pas en faire trop, etc. Être vraiment régulier. Et ça vous permet aussi d'avoir des clients régulièrement. Et puis quand vous êtes un peu moins booké, justement, vous pouvez prendre le temps de créer des contenus d'avance, créer des choses d'avance, travailler un petit peu vos contenus si vous faites du contenu, par exemple. Et l'idée, c'est de présenter aussi votre positionnement de manière pédagogique. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, mais d'utiliser le langage de vos clients, selon vos clients. Donc, très important de discuter avec eux et de tester aussi la manière dont vous pitchez votre positionnement auprès d'eux, avec une offre attrayante, donc avec un focus en fait sur ce que vous apportez à vos clients et pas comment vous allez occuper vos journées. Donc, sauf si c'est quelqu'un qui vraiment connaît hyper bien votre domaine et qui pourrait le faire à votre place. Et du coup, là, oui, effectivement, il va s'intéresser à la liste de vos tâches, mais la plupart du temps, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est pas forcément le cas. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous dire, voilà, qu'est-ce que ça va lui apporter et de le communiquer clairement sur vos supports, sur vos présentations, sur vos réseaux sociaux. Et surtout, voilà, il y a quelque chose qui est souvent oublié, c'est de préciser, par exemple, sur LinkedIn, comment est-ce qu'on peut travailler avec vous. Voilà, par exemple, est-ce qu'on vous contacte par mail? Est-ce qu'on vous appelle? Est-ce qu'on vous envoie un DM sur LinkedIn? Est-ce qu'on répond à un formulaire? Donc ça, est-ce qu'on fait un rendez-vous de découverte de vos services avec vous? Ça, il faut le dire, vraiment, c'est important parce qu'il y a des gens qui, du coup, auront peut-être peur de vous déranger ou comme ils ne sauront pas, du coup, ils ne vont pas le faire parce que ça ne sera pas simple pour eux. Donc, il faut simplifier au maximum le chemin pour eux, surtout que maintenant, on peut mettre des liens dans les descriptions LinkedIn, donc profitez-en. Alexis qui me dit genre les RH lisent notre profil LinkedIn, potentiellement si vous les contactez, oui, ils peuvent être amenés à le faire. Donc voilà.
Donc, des exemples de leviers que vous pouvez utiliser. Donc, des posts réguliers sur LinkedIn sur vos thématiques. Donc, régulier, ça peut être 1 fois par semaine comme 2 fois par mois. En fait, ça dépend un petit peu du nombre, du volume de prospects que vous voulez avoir. Hein. Si vous êtes déjà surbooké, vous n'avez pas forcément besoin de poster tous les jours, mais l'idée, c'est quand même d'être régulier, en fait. Et d'avoir une page qui présente votre offre que vous pouvez diffuser auprès de vos prospects. Donc, c'est une page que vous allez envoyer. Des articles invités, par exemple, sur des blogs reconnus dans votre domaine. S'il y a des blogs qui sont très lus dans la tech, des sites, etc., ça peut être intéressant. Ou dans la presse, même si vous avez l'opportunité. Vous pouvez aussi proposer une newsletter mensuelle. Donc ça, ce sera plus dans une logique de fidélisation, mais c'est aussi un canal d'acquisition intéressant. Donc, vous pouvez créer une mailing list avec tous vos clients et faire une petite newsletter avec les contenus que vous produisez ou des ressources que vous trouvez intéressantes. Moi, j'ai commencé à le faire parce que, en fait, je me rendais compte que j'envoyais à mes anciens clients des documents, des ressources, etc., que j'avais produites ou que j'avais trouvées après notre collaboration parce que je trouvais que c'était intéressant pour eux. Et après, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas quelque chose finalement, parce que ma cible est assez identifiée, etc., de global avec une newsletter où je leur envoie à tous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils se souviennent de nous, ils se disent, ah bah voilà, c'était bien, travailler ensemble, etc. Et ils vous recontactent pour des services. Voilà. Vous pouvez aussi faire une campagne Google de référencement si vous avez un site. Ça peut être intéressant. L'investissement, c'est important quand on est indépendant. De faire des réunions régulières avec des partenaires stratégiques. Donc, des partenaires stratégiques, ça va être des gens qui vont être un peu comme nous. Ça va être des gens, voilà, pas des concurrents, mais des gens qui proposent des services similaires, donc qui vont pouvoir nous recommander, etc. Et de leur dire régulièrement voilà, ce que vous faites et sur quoi ils peuvent vous recommander. Partager les témoignages de vos clients sur votre site, sur vos réseaux sociaux, ça c'est vraiment une partie aussi très très importante, ça rassure énormément. Et de participer à des conférences et à des webinaires un peu techniques, par exemple, sur les sujets sur lesquels vous êtes à l'aise. Donc, l'idée, c'est que votre offre soit la plus visible possible pour que, en fait, vous puissiez recevoir un nombre suffisant de briefs, de missions pour pouvoir vraiment choisir vraiment ce qui vous plaît. Et dans choisir ce qui vous plaît, il y a aussi, voilà, est-ce que les conditions me conviennent? Est-ce que les gens avec qui je vais travailler, voilà, je m'entends bien avec eux? Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir le plus de choix possible. L'idée, c'est aussi d'avoir la bonne posture. Vendre des prestations plus spécialisées, c'est aussi, il y a aussi des prérequis qui sont indispensables. Donc, avoir des preuves tangibles de votre expertise, des témoignages de vos clients, des certifications. Il y a beaucoup de domaines aujourd'hui où on peut avoir des certifications, même si elles sont simples à passer en général quand on est spécialiste, c'est toujours rassurant. Vous avez un système de veille automatisé, vous produisez du contenu. Vous conseillez vos clients sur les stratégies à adopter en étant pédagogue et vous n'essayez pas de le convaincre à tout prix. Ça, c'est vraiment important. Vous restez vraiment à son écoute et essayez de lui apporter la meilleure solution dans son contexte. Donc, ça, c'est vraiment dans votre communication avec lui dès le début. Vous êtes bien entouré, vous êtes reconnu par vos pairs et surtout, vous testez régulièrement des nouvelles méthodes et vous le partagez aussi. Donc, tout ça, c'est des choses voilà, qui demandent effectivement du temps. Je suis totalement d'accord, mais c'est aussi un investissement que vous faites. Quand vous faites tout ça, vous créez en fait un sentiment d'assurance dès le départ et vous affirmez vraiment votre positionnement et la manière dont vous travaillez et ce que vous faites est super clair. Donc, c'est un peu la dernière étape, vraiment la posture, mais elle est très importante. Donc, moi, ce que je vous propose du coup pour terminer en termes de plan d'action, c'est de vraiment réfléchir à tout ça et de définir précisément votre positionnement, de choisir vos leviers de communication de manière un peu stratégique par rapport à là où sont vos clients et là où vous êtes à l'aise aussi de créer du contenu, de créer un planning de com evergreen, donc c'est-à-dire toute l'année, et qui soit réaliste, c'est-à-dire que vous puissiez tenir dans le temps, parce que si vous n'arrivez pas à le tenir, vous ne le ferez pas. Et d'analyser les résultats pas à pas. Alors, analyser les résultats après les pitchs clients. Qu'est-ce que ça a donné? Comment j'ai décrit mon positionnement? Est-ce qu'il a aimé? Qu'est-ce qu'il en pense? N'hésitez pas à demander de l'avis d'ailleurs à d'anciens clients sur votre communication, si vous entendez bien avec eux. Analyser les résultats de vos communications. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça vous ramène des clients? Voilà, donc ça, c'est la petite méthode que je vous propose pour aller plus loin. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc, je vais commencer par le chat. Emmanuel, tu travailles en régie ou au forfait avec tes clients? Alors, moi, j'ai travaillé en régie à un moment donné et maintenant, je travaille beaucoup plus au forfait. Donc en fait, c'est des méthodes qui fonctionnent aussi si, par exemple, vous avez des missions assez longues parce qu'en fait, vous avez quand même une problématique de renouvellement
et après de soit renouveler la mission, soit changer, etc. Vous pouvez aussi développer des prestations complémentaires en plus de votre mission en régie, avoir plusieurs missions, etc. L'objectif, c'est vraiment de renforcer votre indépendance vis-à-vis de vos clients, en fait. Est-ce que la création de contenu est obligatoire? Non, elle n'est pas obligatoire, mais ça aide à affirmer son positionnement, ça aide à dire qui on est. Ça aide à amplifier ce qu'on fait, mais il y a d'autres leviers qui sont possibles. Tu peux aussi contacter, faire de la prospection, etc. Et je vais prendre... Emmanuel, si je peux, Ouais. je me permets de m'incruster un peu dans ta conversation. Pour la création de contenu, parce que ça m'a intéressé à un moment aussi. On entend pas mal parler aussi du fait d'être j'ai perdu le nom technique, mais en tout cas d'être la première personne auquel un prospect potentiel va penser le jour où il va avoir besoin d'un service comme celui que tu proposes. C'est top of mind. Je trouve que c'est assez important de pouvoir rester, en tout cas, dans l'esprit des gens comme étant une solution à un potentiel problème qu'ils peuvent avoir. Si ce n'est pas tout de suite, ce sera dans le futur. Ok. Alors, je ne sais pas trop me positionner pour réussir à concilier mon expertise de base et mes compétences secondaires, conseiller ou enseigner. En fait, tout dépend de quelle part tu veux que ça ait dans ton chiffre d'affaires. Est-ce que tu veux que ton expertise de base soit le socle ou est-ce que et les compétences secondaires, c'est des plus? Moi, je te conseille vraiment de mettre en avant plutôt ce que tu as envie de développer parce que en général, ton expertise de base, tu as déjà tes clients, etc. Donc, plutôt de mettre en avant ça. Mais le fait de faire les deux, ça peut être aussi un avantage. Donc, en général, c'est plutôt rassurant de travailler avec quelqu'un qui est formateur, surtout qu'elles sont bien complémentaires. Pour le positionnement, que pensez-vous d'indiquer le TJM avec le nombre de jours, semaines sur le profil LinkedIn? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Moi, vous en parlerez peut-être avec Lilian sur le TJM, mais c'est pas forcément ce que je mettrais en valeur en premier, en fait. Je trouve qu'avant d'expliquer un tarif, c'est mieux d'expliquer vraiment qui on est, ce qu'on fait, etc. En effet, Manuel, il y a pas mal de questions TGM. Je sais pas si ça, je vais pas les je crois pas que tu as eu trop l'occasion. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui seront abordées par Lilian. Je propose, au cas où il y en a certaines auxquelles Lilian ne répond pas, qu'on en parle plutôt à la fin pour éviter de faire trop de redites. Évidemment, tu seras la bienvenue pour donner ton avis si tu le souhaites. Moi, j'aurais bien aimé poser une petite question à Lilian parce qu'on voit pas mal de questions de personnes qui parlent de positionnement. Tu vois, par exemple, il y a quelqu'un qui dit je suis développeur free. Est-ce que tu as un exemple de positionnement à part notre langage de prédilection, notre mentalité secteur? Je vois mal d'autres points qui peuvent entrer dans notre positionnement. C'est Dorian qui nous pose cette question. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'Emmanuel, déjà, toi, tu as une réponse, mais peut-être que Lilian, qui est lui-même dev, a aussi un point de vue concernant ce sujet. Alors, en fait, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, on t'entend très bien. Enfin, moi, je t'entends très bien, Lilian. Pour le positionnement des développeurs, de manière générale, je pense qu'il faut partir de votre cible client. Je prends mon exemple. En ce moment, je travaille pour Carrefour, donc qui est un grand groupe, et je travaille sur leur application de drive et de livraison. On est des grosses équipes, et qui dit grosse équipe dit on va chercher des spécialistes d'une techno pour remplir ces équipes-là. Ils ne vont pas chercher un développeur touche à tout, ils vont chercher des spécialistes. Donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de s'intéresser aux grands groupes, généralement, il va falloir se spécialiser soit sur une techno, soit sur un langage. Si, par contre, on prend un petit peu on change de cible client et on va peut-être travailler pour des startups qui sont des plus petites structures, qui n'ont pas forcément cette envie de chercher des spécialistes parce que ça ne rentre pas dans leur problématique. Peut-être que la startup, elle veut un site internet et il va lui falloir une personne qui fasse le back et le front. Eh bien, dans ce cas-là, le positionnement par la technologie ne sera peut-être pas le plus pertinent, mais plus avoir une offre qui va s'intéresser à des startups du secteur de l'e-commerce, du secteur SaaS. Et donc s'adresser et se positionner par rapport à cette cible-là. Et effectivement, la technologie prendra moins d'importance parce que déjà, peut-être qu'ils n'auront rien créé. Donc, s'ils viennent vous voir, c'est plus pour une solution fonctionnelle. Je veux un site internet qui permette de faire ça, ça, ça. Et la techno, finalement, elle passe au second plan.
Euh, et je crois que c'est tout. J'ai répondu à la question, non? Je suis en train de parler avec le micro éteint. Je vois des oui, carrément. OK. Donc, ouais, si je devais résumer en une phrase, c'est partez de vos clients. Et à partir de là, généralement, les petites structures, si je dois schématiser à fond, les petites structures, ils vont chercher une solution à un problème donné sans penser techno. Et les grosses structures, elles vont chercher des spécialistes de techno parce qu'ils ont déjà des problématiques très précises, qu'ils ont déjà parfaitement dont ils ont déjà tracé les contours et le périmètre, et donc ils veulent un spécialiste, et là, il va falloir mettre développeur, iOS, React.js et la techno directement dans votre profil LinkedIn, parce que c'est là où vous serez le plus pertinent, là où vous allez attirer ce type de client-là. Est-ce que, Emmanuel, tu as quelque chose à ajouter? Peut-être que tu as vu des questions aussi auxquelles tu aurais aimé répondre en plus. Oui, Merci Lilian pour la réponse. Quels sont les canaux à utiliser pour trouver ses premières prestations? Pour les premières prestations, tu peux utiliser l'email et contacter d'anciens employeurs avec lesquels tu as travaillé potentiellement. Ça peut être pas mal parce que les gens qui se connaissent déjà et qui après pourront te recommander. Tu peux utiliser LinkedIn et faire un post et décrire vraiment ce que tu fais et tout ça. Je t'encourage vraiment à le faire. On ne le fait jamais assez. Donc, commencer comme ça. Et puis après, tu pourras développer par la suite. J'ai vu qu'Antoine avait posé pas mal de questions qui sont des questions freelance qui sont un petit peu, qui sont très intéressantes. D'ailleurs, elles ont eu pas mal de votes, mais qui sont un peu moins le sujet d'aujourd'hui. Antoine, je t'invite très fortement à suivre un petit peu ce que font Emmanuel et Lilian, parce que je pense que tu auras pas mal de réponses à toutes ces questions. Et là, ça va être difficile de répondre, en tout cas en détail, aux questions que tu poses là en quelques minutes, parce que c'est pas, parce que tu vois, il parlait des canaux et est-ce qu'il faut travailler avec plusieurs clients en même temps ou à temps plein avec un client. Voilà, je pense que dites-moi si je me trompe, mais je pense que j'ai envoyé déjà le lien de la newsletter d'Emmanuel dans le chat tout à l'heure. J'enverrai celle de Lilian tout à l'heure. Je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'ils font, voire même d'aller voir un petit peu sur Internet, sur LinkedIn, taper leur nom. Je pense que vous trouverez plein de tips intéressants. Emmanuel, est-ce que tu as un dernier mot à dire, une dernière question ou, non, merci à tous. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite, on pourra y répondre à la fin. Merci beaucoup Emmanuel. En effet, on fera un petit moment d'échange pour toutes les questions qui n'ont pas été répondues. Je propose qu'on passe à la partie de Lilian pour éviter de perdre trop de temps. Merci beaucoup Emmanuel. À tout à l'heure. Et puis Lilian, je te laisse la main sur la deuxième partie. Alors, j'avoue, j'ai un petit peu triché Clément. J'ai élargi le sujet et on va surtout parler aujourd'hui des leviers pour augmenter votre chiffre d'affaires, pour faire plus de cash. Et le TJM, vous allez voir, forcément, c'est un fil conducteur qu'on va retrouver tout au long de la présentation. Alors, qui suis-je? Très rapidement, donc Clément m'a présenté, j'ai rien de plus à ajouter, je suis développeur, je suis freelance depuis maintenant bientôt 4 ans et je suis formateur pour indépendants depuis 2020. Si vous avez une question, peut-être que certains d'entre vous ne vont pas oser la poser dans le chat, peut-être que certains, on ne répondra pas à votre question, donc envoyez-la moi sur LinkedIn ou par mail, je me ferai un plaisir de vous répondre à une condition, que votre question soit bien formulée. Le sommaire d'aujourd'hui, on va voir donc 4 leviers. Le premier, ça va être la cible client. La cible client, parce que c'est une erreur dans laquelle je vois beaucoup de freelance qui se ferment dans une cible client qui est beaucoup trop petite, qui n'a pas d'argent en fait à leur donner. Les compétences à développer, Emmanuel en a beaucoup parlé. J'en remettrai une couche parce que c'est vraiment la fondation de votre activité de freelance. Troisième point, comment construire votre argumentaire. On va voir un petit outil, une matrice pour adapter son langage à son interlocuteur qui est très, très, très puissante, que j'utilise personnellement, qui me permet vraiment de me démarquer de toute la masse des autres développeurs avec lesquels je suis en concurrence. Ensuite, on va voir comment demander une augmentation. Donc,
Comme le disait Clément, je suis formateur pour freelance. J'ai accompagné un peu plus de 30 personnes. J'ai une note de 4,8. Ça ne veut absolument rien dire, mais je vous invite à aller voir les témoignages si vous souhaitez être accompagné. J'ai aidé plein de profils, développeurs, graphistes, designers, copywriters, développeurs Node, consultants SEO, plein de personnes. J'ai eu des résultats super exceptionnels. Donc, je vous invite à aller checker ça si ça vous intéresse. Et c'est une formation surtout qui est éligible à des financements, que vous soyez salarié, micro-entrepreneur, en SASU, etc. Il y a des solutions de financement puisque je suis un organisme qui est certifié Calliope. Donc, si ça vous intéresse, voici les liens, lilianalvarez.com/formation et lilianalvarez.com/financer sa formation, où je détaille en fait, en fonction de votre situation, les solutions possibles. Et sachez que si vous avez droit à des budgets formation, ça vous le savez peut-être pas, tous les ans, en fonction de votre situation, et certains d'entre eux, vous les perdez si vous ne les utilisez pas. Donc, je ne vous dis pas de les utiliser obligatoirement chez moi, mais sachez-le, si vous souhaitez vous former, profitez-en parce qu'on a des solutions en France, des enveloppes qui sont prévues à cet effet. Donc, utilisez-les, que ce soit chez moi ou dans d'autres organismes. Et oui, abusez de mes conseils, prenez-les. Ma newsletter, j'y partage un conseil par jour. Elle est remplie d'informations. Sur YouTube aussi, n'hésitez pas à aller vous servir, c'est avec grand plaisir. Alors, il y a plusieurs facteurs, plusieurs éléments qui vont impacter votre prix. Ça, c'est important de l'avoir en tête. On a souvent des blocages psychologiques sur qu'est-ce qui va changer notre prix. On a l'impression qu'on est maître de tout, mais en fait, pas vraiment. La taille de l'entreprise cliente, la valeur générée par le projet, la valeur perdue si on ne résout pas le problème du client, la loi de l'offre et la demande, etc. Ce n'est pas une liste exhaustive, vous l'aurez compris. J'aimerais que vous gardiez en tête ces 4 facteurs tout au long de la présentation, parce que vous allez voir, ce sont des leviers qui vont revenir régulièrement. Ça, c'est une phrase que je répète très souvent. C'est votre tata Monique. Elle n'aura jamais le budget d'une entreprise du CAC 40 pour développer son blog qui va parler de son potager. Ça paraît ridicule dit comme ça. Vous allez tous me dire, mais Lilian, tu enfonces une porte ouverte. Pourtant, je vois beaucoup d'entre vous, beaucoup de freelance, se tuer à la tâche à vendre des prestations à des solopreneurs, par exemple. Alors, vous allez me dire, Lilian, tu vends une formation. Ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas vraiment une prestation de service. Mais vraiment, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez dans des conversations où le seul point de négociation, ça va être le prix. Et vous allez vous retrouver avec des clients qui vont toujours vous en demander plus, sans forcément vous payer à votre juste valeur. Et pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas de budget, tout simplement. Donc, vous pouvez négocier avec les êtres humains. Par contre, vous ne pouvez pas négocier avec leur portefeuille. Donc, visez plus haut. Intéressez-vous à des entreprises, des grosses PME, des ETI, des grands groupes. Là, vous aurez des budgets qui seront bien plus conséquents. Et la même prestation pour un solopreneur ou un grand groupe, vous allez pouvoir la vendre bien plus cher, sans même changer ce que vous allez faire finalement. C'est ça qui est incroyable finalement. Donc, la question de panier moyen va augmenter si vous travaillez avec une plus grosse société. La durée de vos missions, vous savez, dans les hôtels, il y a une métrique clé qui est mesurée, c'est le taux d'occupation des chambres. On va mesurer une chambre sur l'année, combien de temps elle est louée. Eh bien, on peut avoir un raisonnement qui est équivalent avec les freelances. C'est vous vendez combien de temps sur votre année? Si vous êtes freelance et que vous vendez que 30-40% de votre temps, parce que vous travaillez que sur des petites missions qui sont sur un mois ou quelques semaines, l'effort que vous allez devoir déployer en acquisition client, en commercial, etc., il va être très fort et vous allez devoir le dupliquer à chaque nouvelle mission. Alors que si vous le faites une fois pour une mission qui dure plusieurs mois, vous allez avoir une durée d'intercontrat qui sera beaucoup plus faible et donc mécaniquement, sans même bouger votre prix, vous allez faire plus de chiffre d'affaires. Le deuxième point, c'est la valeur générée. Si je prends l'exemple d'un copywriter, imaginons demain, vous retravaillez une page de vente et le taux de conversion, imaginons que cette page de vente, elle génère 100 000 €, vous l'augmentez de 10%.
eh ben, vous avez fait gagner à ce client-là 110 000 euros. 10 000 euros, du coup. Donc, il va gagner 110 000 euros. Imaginons maintenant que vous fassiez exactement la même prestation sur une page de vente qui génère 1 million de chiffre d'affaires par an. Donc, vous augmentez encore une fois de 10% le taux de conversion. Là, vous avez fait gagner 100 000 euros à votre client. Donc, ça paraît intuitif de dire le premier client va payer moins cher que le second, même si la prestation est la même. Continuons sur la deuxième partie, développer de nouvelles compétences. Les compétences, comme je vous le disais, et Emmanuel en a parlé un peu plus tôt, elles sont la fondation de votre activité de freelance. Elles sont primordiales. J'ai beau vous partager toutes les techniques de ciblage, de négociation, etc. Si les fondations ne sont pas bonnes, ça ne marchera pas. Ça n'aura pas d'effet, ce sera des coups d'épée dans l'eau, comme on dit. Donc, travaillez vos compétences. Pourquoi est-ce qu'il est important de développer et d'étendre son champ de compétences? C'est parce que déjà, ça va être une barrière à l'entrée pour tous les concurrents. À quel point est-il facile pour vos clients aujourd'hui de vous remplacer? S'il est facile, vous n'aurez absolument aucun pouvoir dans la négociation. Si je peux trouver un nouveau profil qui fait exactement la même chose que toi, aussi bien que toi, quel est l'intérêt que j'ai à t'augmenter? Pensez toujours, mettez-vous toujours à la place de votre interlocuteur et de se dire, OK, quelles sont ces alternatives à lui, à mon client? Mon client, il peut dire non à mon augmentation, mais par contre, comme il va devoir faire ça forcément, il va devoir me remplacer. Est-ce que c'est facile de me remplacer? Si c'est facile, ça va être difficile de négocier. Les outils, évidemment, ils évoluent. Si vous êtes développeur, vous savez de quoi je parle. Il y a tout le temps des mises à jour de langage. Si vous ne vous tenez pas à jour, vous deviendrez obsolète et plus personne ne voudra vous embaucher. J'exagère un peu, mais c'est l'idée. Ensuite, la taille du marché. On parlait de la loi de l'offre et la demande un peu plus tôt, au début de la présentation. Si je prends le cas des journaux, par exemple. Imaginons que vous ayez une société qui fasse de la publicité pour vendre des journaux. Eh bien, au vu de la situation actuelle, au vu du nombre de personnes au vu du fait qu'il n'y ait plus personne qui achète des journaux, ou presque, eh bien, forcément, votre marché étant en diminution, vous aurez des grosses difficultés à augmenter vos prix et même à trouver des clients. Donc, questionnez-vous sur ces points-là. Je crois que Emmanuel a dit une phrase qui était très proche de celle-ci tout à l'heure, c'est « Si votre client ne vous perçoit pas plus expert que la concurrence, le seul point de différenciation qu'il utilisera sera le prix. » Maintenant, vous allez me dire, Lilian, t'es bien mignon avec tes histoires, mais quelles compétences, comment est-ce que je sais les compétences que je vais devoir développer? Le premier axe que je vous invite à explorer, c'est est-ce qu'on vous demande des prestations que vous ne proposez pas? Par exemple, vous recevez une proposition sur Crème de la Crème, sur LinkedIn ou sur n'importe quelle autre plateforme, ou même une demande entrante d'un de vos clients. Il vous dit, voilà, moi j'aimerais bien faire ABC. Et là, vous lui dites, écoute, moi je suis désolé, je fais que B et que C. Très bien. Maintenant, si de manière récurrente, on vous redemande A et que vous ne le proposez pas, eh bien là, il est probable que vous ayez identifié une opportunité de marché à laquelle vous allez devoir vous intéresser. J'ai une personne dans la formation qui est copywriter et on lui proposait très souvent des missions, donc non seulement de copywriting, mais aussi du gros hacking. Et il ne proposait pas cette prestation-là et du coup, il était en porte-à-faux. Alors déjà, ne refusez jamais une mission parce que vous n'êtes pas en capacité de tout réaliser. Soyez honnête, soyez franc, dites, écoute, si tu cherches un expert sur tous ces sujets, je ne suis pas la bonne personne. Par contre, je peux t'aider sur cette partie-là. Premier point. Et deuxième point, notez-vous quelque part dans un coin de la tête ou sur vos notes que vous avez une première proposition sur tel sujet. Et si vous voyez la récurrence, vous avez identifié une opportunité marché et ça peut être pertinent pour vous de l'adresser en développant vos compétences sur cet aspect-là. Deuxième point, les secteurs en croissance. Début 2020, on a été touché par le Covid-19 et à ce titre-là, on a tous été en télétravail forcé. Au vu de cela, je me suis dit, OK, puisqu'on est tous en télétravail forcé, les solutions de travail à distance, telles que Livestorm qu'on utilise aujourd'hui, tels que des outils de gestion de projet, des outils de visio comme Zoom, etc., ont été pris d'assaut par les entreprises. Eh bien, j'ai décidé de me focaliser, moi, dans ma recherche de clients, dans ce secteur-là. Et j'ai travaillé pour une entreprise qui a un outil de gestion de projet qui s'appelle Klaxoon.
Pourquoi? Parce que même si, de manière générale, l'économie s'effondrait, eh bien, il y avait, au vu de ce changement structurel de on doit tous être chez soi en train de travailler, des opportunités de marché qui avaient été, qui s'étaient révélées pour certaines entreprises. Et donc, je vous invite à être au fait de ces changements structurels du marché pour vous repositionner d'un point de vue par secteur. Donc, troisième point, les offres de mission et d'emploi. C'est un très bon indicateur. Je vous invite à aller sur LinkedIn, à taper développeur et n'importe quel techno ou copywriter, etc. Et vous allez voir une liste d'offres d'emploi. Si cette offre de liste d'emploi, elle est longue, si vous avez plusieurs offres d'emploi, s'il y a peu de postulants sur ces offres d'emploi, eh bien, vous avez probablement identifié une opportunité sur laquelle se positionner. Si à contrario, il y a peu d'offres et qu'en plus, il y a beaucoup de postulants, eh bien, vous savez que ça risque d'être compliqué de se faire une place sur ce marché-là. Ça reprend un petit peu ce que disait Emmanuel sur la théorie de l'océan bleu et de l'océan rouge. Troisième partie, je continue. Au niveau de votre argumentaire de vente, vos clients, alors j'ai mis cette phrase un petit peu provocatrice, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour le langage familier, vos clients ne vous paient pas pour que vous ayez le cul sur une chaise à travailler face à votre ordinateur. Ils vous paient car ils recherchent une transformation au sein de leur entreprise qui aura généralement pour conclusion une augmentation de leur chiffre d'affaires. Et ça paraît évident dit comme ça. Mais quand on comprend ça, on va changer le questionnement qu'on fait en entretien client. Et j'arrive justement sur cet aspect-là. Les clients, par exemple, qui souscrivent à une assurance, ils ne recherchent pas une assurance à tout prix. Ils recherchent de la tranquillité d'esprit. Les clients d'un consultant SEO, ils recherchent surtout une augmentation du nombre de leads entrantes. Quelque part, l'optimisation de leur site SEO, il s'en manque un petit peu. Ce qui compte, c'est le résultat de cette prestation. Les clients d'un développeur d'API commerce, ils vont chercher à améliorer leur taux de conversion. C'est ça qu'ils vont rechercher. Ou ils vont chercher l'augmentation du panier moyen, peut-être. Donc ça, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on vous embauche. Et pour savoir les raisons qui poussent les gens à vous embaucher, il faut leur poser des questions lorsque vous les avez en entretien. Et même durant vos missions. Si vous êtes en mission actuellement, je vous invite à poser ces questions. Donc ces questions sont: pourquoi vous souhaitez travailler avec moi aujourd'hui? Comment va-t-on savoir si la mission est un succès? Donc est-ce qu'on a des métriques pour savoir et pour mesurer le résultat de ce que je vais vous faire faire? Enfin, de ce que je vais faire pour vous, pardon. Que se passe-t-il si on ne fait rien? C'est un petit peu le coût de l'inaction, parce qu'on a tendance à croire qu'on est en concurrence majoritairement avec nos concurrents, ceux qui proposent des solutions alternatives, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'on est en concurrence avec l'inaction. C'est-à-dire que le client, il a aussi la possibilité de ne rien faire. Et le fait de chiffrer le coût de l'inaction, le fait de chiffrer l'opportunité qui est manquée quelque part pour la personne à ne pas faire ça, l'argent qu'il va laisser sur la table, ça peut être un véritable argumentaire dans votre approche commerciale. Que se passe-t-il si la mission est un échec? Mauvais choix de prestataire. Je vais vous montrer un petit exemple pour celui-là, parce que je vois certains d'entre vous, je devine déjà certains d'entre vous me dire: oui, non mais Lilian, moi je suis designer, je fais des logos, comment est-ce que je vais savoir que... je ne vois pas comment ces questions-là, elles marchent. J'y viens, restez avec moi. Hop, on passe à la page suivante. Je vais vous prendre un exemple à chaque fois. En fait, ces questions-là, c'est vraiment la base. Okay, donc vous vous souvenez, au tout début, on était l'entreprise recherche une transformation. Du coup, je dois me la questionner sur les transformations qu'elle recherche. Maintenant, imaginons que vous posez la question, vous dites: comment va-t-on savoir que la mission est un succès? Et là, le client, il vous dit: écoute, Lilian, moi, j'aimerais qu'on passe de 100 000 euros à 1 million d'euros de chiffre d'affaires grâce à une stratégie de marketing SEO. Puis plus tard dans la conversation, vous lui demandez quel est votre budget, et il lui dit 50 euros. C'est ridicule. Sauf que vous ne savez pas que c'est ridicule, 50 euros de budget. Enfin, si, c'est toujours ridicule. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ridicule par rapport à l'objectif qu'il a, votre client. Sauf que comme vous ne connaissez pas son objectif, vous ne pouvez pas lui dire que c'est ridicule. Et du coup, vous acceptez dans une mission qui va être vouée à l'échec, puisque de toute manière, il n'aura jamais les résultats escomptés. Donc, vous pouvez, à ce moment-là, quand vous voyez un désalignement entre l'effort financier, l'effort tout court que souhaite faire le client et ses résultats, vous pouvez lui dire. Vous pouvez le mettre face à ces contradictions. Lui dire: attendez,
Attendez. Moi, je prends ma calculette, je calcule le retour sur investissement. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous voulez un ROI de 18 000 %? Non, mais en fait, même le Bitcoin, il ne fait pas ça. Je veux dire, à la limite, vous pouvez jouer à l'euro million, mais est-ce que vous connaissez les chiffres? Parce que moi, j'aimerais bien connaître un investissement. Si vous en connaissez un d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse pour mettre de l'argent dessus, qui fait 18 000 € de retour sur investissement. Et quand vous allez dire ça, le client, il va dire ah ben ouais, effectivement, peut-être que j'ai eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre. Donc, si votre objectif d'1 million d'euros, il est réaliste, eh ben, on ne va pas mettre 50 €, on va mettre 200 000 €, on va prendre 20%. Ou alors, on va revoir les objectifs à la baisse. C'est tout à fait possible. On va essayer d'être un peu plus raisonnable. Que se passe-t-il si on ne fait rien? Imaginons, il y a un client qui vient vous voir et il dit, ben voilà, on perd 50 000 €. Alors, il ne va pas vous le dire comme ça. Cette réponse-là, vous allez avoir ces réponses en creusant, en posant plusieurs fois pourquoi. Pourquoi vous venez me voir aujourd'hui? Ok, on veut refaire notre site, mais pourquoi vous voulez revoir votre site? Ben parce qu'en fait, on s'est rendu compte que notre concurrent et tout. Ah ouais, c'est grave si votre concurrent il a fait un site aussi. Ben oui, parce qu'en fait, lui propose cette fonctionnalité et du coup, nos clients, ils sont en train de partir chez lui. Ah ouais, vous avez beaucoup de clients qui partent chez lui en ce moment? Oui, on en a 3 par jour. Et combien ils vous payent vos clients? Vous voyez? Et là, vous remontez à la source financière du problème. Donc, imaginons que la personne là, encore une fois, c'est le même exemple. On perd 50 000 € par mois, notre budget 500 €, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Donc, mettez les clients face à leurs contradictions en creusant. Posez des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Que se passe-t-il si vous vous trompez? Donc voilà, je reprends un petit peu l'exemple des graphistes parce que ce n'est pas toujours possible de mesurer l'impact financier. Parfois, le client, il n'a juste pas les chiffres et c'est parfois impossible. Mais imaginons que le client, il vous dit, moi, je veux un logo et que ce logo, il sera vu dans 100 pays différents et qu'il vous dit ensuite que son budget, il est de 500 €. Sauf que peut-être que le logo que vous allez lui faire, il va falloir déjà que vous alliez explorer peut-être les cultures de ces 100 pays différents pour s'assurer que le logo que vous allez créer, les formes, etc., les couleurs, n'ont pas des significations qui pourraient avoir des impacts négatifs sur le business de votre client. Parce que chaque culture, finalement, a ses spécificités, a ses croyances, à tout cet univers-là. Eh bien, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas, en fait. Là, le client, il va réaliser que, ah oui, en fait, c'est vrai qu'il y a 100 pays, je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Du coup, que se passe-t-il si notre logo n'est pas adapté à la culture d'un des pays? Ah, eh bien, effectivement, c'est un problème. Donc, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque alors que vous allez mettre du budget marketing? Et si oui, combien de budget marketing vous comptez mettre pour promouvoir finalement votre nouvelle identité? Est-ce que vous êtes prêt vraiment à passer et à rater votre lancement dans certains pays parce que votre logo ne sera pas adapté? Et qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Combien ça va vous coûter de revenir en arrière? Et vous aurez perdu du temps. J'ai enlevé la slide, je vous avoue, j'avais un peu honte parce que j'ai tapé les pires logos au monde sur Google. Je vous invite à le faire, Worst Logo Ever, et vous allez voir des images, comment dire, qui laisseront sans aucun doute, vous verrez tout de suite les problématiques, mais c'est un vrai problème en fait. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est questionner qu'est-ce qui se passe si on se plante. Maintenant, concernant l'argumentaire, il faut adapter son discours à son interlocuteur en se mettant à sa place. Alors ça, c'est une phrase qu'on répète toujours, faites preuve d'empathie, etc. Mais comment est-ce qu'on fait preuve d'empathie? Merci Lilian, tu enfonces encore une porte ouverte. Eh bien, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs tentatives, enfin plusieurs pistes à explorer. La première, que j'invite tous les freelances à faire, c'est d'embaucher un autre freelance. Embaucher un autre freelance pour faire, je ne sais pas moi, si vous avez un site internet, ouais, c'est Christelle, tu as parfaitement trouvé, je vois le lien, c'est exactement le site que j'avais trouvé, vous allez bien rire en regardant. Donc oui, embauchez un autre freelance et vous verrez les problématiques d'un client. Vous verrez le problème de confiance. Vous verrez qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un client lorsqu'il n'a pas de réponse, parce que vous avez sollicité votre prestataire plusieurs fois. Vous allez vivre les montagnes russes de votre client et vous allez vraiment développer de l'empathie. Sinon, il y a une matrice, moi, que j'utilise beaucoup, c'est la matrice pouvoir, contrainte, objectif. Donc, c'est une matrice que j'ai tirée de la sociologie des organisations. Il y a Herbert Simons, qui est un sociologue qui a eu le prix Nobel d'économie, je ne sais plus en quelle année, je crois en 98.
pour ses travaux sur la rationalité limitée. Et grosso modo, il explique que dans un système, une entreprise par exemple, c'est un système, il va y avoir plusieurs acteurs et que chaque acteur a une rationalité qui est limitée. Et cette idée de rationalité limitée, elle peut se résumer en ces 3 points. C'est d'où mon interlocuteur tire son pouvoir, quelles sont ses contraintes et quels sont ses objectifs. Par exemple, prenons le cas du manager. Si vous travaillez dans des grands groupes ou des grosses PME, etc., c'est un cas qui est très, très, très pertinent et auquel je vous invite à être attentif. Le pouvoir du manager par rapport à vous, c'est que lui, il connaît le budget pour le projet. Vous ne le connaissez pas. Ses contraintes, c'est que ce budget, justement, et toutes les conditions dans lesquelles le projet se déroule, en tout cas une grande partie d'entre elles, elles lui sont imposées par sa hiérarchie, par son chef, peut-être par le dirigeant de la société lui-même. Son objectif, ses objectifs, déjà en théorie, c'est que la mission soit un succès, il faut que ça se passe bien, et que qu'est-ce que ça veut dire une mission qui se passe bien? C'est que vous délivrez ce qu'il attend, et dans un budget qui est respecté et dans des dates qui sont respectées. Et aussi, son objectif caché qu'aucun manager ne vous avouera, c'est que si c'est un échec, il faut qu'il soit capable de justifier que c'est un échec, mais que ce n'est pas de sa faute. Donc, il faut qu'il se couvre, qu'il soit en capacité de se couvrir, le manager qui va vous contracter. Donc, il y a des arguments, au vu de cette matrice-là, il y a des arguments auquel le manager client sera plus sensible. Par exemple, l'argument du ROI, il sera quasiment inefficace. Alors que l'argument du retour sur investissement, il sera central lorsque vous vous adressez à un dirigeant. Parce que le dirigeant, lui, il joue sa peau, il est skin in the game, comme dirait Nassim Taleb, par rapport aux résultats de l'entreprise. Donc lui, vous lui parlez retour sur investissement, il n'y a que ça qu'il va comprendre en fait. Un manager, lui, il sera très sensible à toutes les actions que vous allez faire pour limiter le risque que le projet échoue. Donc, il va être très sensible à l'aversion à la perte. Alors que le dirigeant, il a l'habitude généralement de prendre plus de risques. Le manager, il ne veut pas de risque, lui. Il ne veut pas de surprise. Donc, au vu de cela, qu'est-ce qu'on va faire lors d'un entretien? On va appuyer sur la communication. Comment est-ce qu'on va communiquer? Moi, dès le premier entretien, je parle de comment est-ce que je vais communiquer avec mon client. Je lui dis à quelle fréquence? Comment? Par mail ou autrement? Est-ce qu'on met en place un outil de gestion de projet? Et je vais m'engager, je lui dis, moi ce que je fais avec tous mes clients, c'est que je leur envoie un rapport d'activité puisque je travaille en régie, en remote, en télétravail. À la fin de chaque journée, j'envoie un email en récapitulant l'ensemble des choses que j'ai faites dans la journée. Certains vont me dire, et d'ailleurs on me le dit tout le temps, Lilian, c'est surfait, etc. Les clients me bénissent. Ils me bénissent lorsque je leur propose ça. Parce que ça leur permet d'avoir un compte-rendu jour après jour, durant toute la durée de la mission, de ce que je fais. Et j'ai vu plein de bénéfices à proposer ce rapport d'activité. Des fois, ils le réutilisent pour se le partager en interne, pour partager de l'information. Parfois, ils l'utilisent pour leur hiérarchie, les managers au supérieur, pour dire, attends, le freelance, voilà, on sait ce qu'il a fait, etc. Tu peux communiquer aux investisseurs, machin, et tout. Et donc, vraiment, c'est un outil. La communication, on ne communique jamais assez. Mais mettez-vous d'accord sur ces process-là dès le début. Ensuite, faites des mises en relation avec vos précédents clients. Si vous avez d'anciens clients avec lesquels vous avez travaillé, mettez-le en relation, proposez-le, vous allez gagner des points. Et expliquez votre méthodologie aussi pour résoudre le problème du client. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Est-ce que vous l'avez déjà fait, etc. Alors, je vois qu'il y a pas mal de départs. Je vais essayer d'accélérer le rythme. Dernière partie, justement, obtenir une augmentation. La règle d'or dans une négociation, s'il y a une chose à retenir de la négociation, de manière générale, de n'importe quelle négociation, c'est la personne la plus forte dans une négociation est celle qui a la meilleure alternative en cas d'échec de la négociation. Donc, plutôt, si vous voulez vraiment être fort en négociation, ne travaillez pas la négociation, travaillez l'acquisition client. Parce que plus vous allez avoir d'opportunités, plus vous allez avoir de clients qui viennent à vous, plus vous allez pouvoir être difficile avec vous. Vous allez pouvoir monter vos prix facilement, vous allez pouvoir être difficile, etc. Donc, travaillez l'acquisition.
Maintenant, je vais quand même vous donner quelques astuces sur comment monter vos prix. Alors, il y a plusieurs méthodologies. Moi, je vais vous en partager une en 2 étapes. La première étape, imaginons que vous êtes dans un contexte de mission longue avec des renouvellements plus ou moins automatiques, ce qui est assez classique pour les développeurs et pour tous les gens qui sont en régie de manière générale. Prenez des rendez-vous régulièrement avec vos clients et demandez ce que vous pouvez améliorer. Soyez ouvert à la critique. Chose que personne n'est. La réalité, c'est qu'aucun des freelances ne fait ça. Pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux, je peux vous dire, déjà, vous allez sortir du lot, ne serait-ce que de poser ces questions. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai un podcast qui s'appelle le Podcast Tech. J'ai interviewé des managers de grosses startups, de grosses sociétés, de plus de 250 personnes. La hantise de tous ces managers, de ces CTO, etc., c'est de faire du feedback, c'est de critiquer leurs employés. Donc, si vous prenez l'ascendant et vous dites, vas-y, moi, critique-moi, j'accueille la critique, qu'est-ce que je peux faire m'améliorer, et lorsqu'on vous critique, vous ne l'attaquez pas, vous dites, dis-moi en plus, etc., je le note, je vais essayer d'y réfléchir et hop, d'améliorer tout ça, vous allez gagner des points parce que vous allez les mettre à l'aise, les gens, avec la critique. Vous allez progresser sur le long terme. Et on veut garder les gens comme ça dans les boîtes. Donc, ayez cette posture-là lors d'un entretien, lors de plusieurs entretiens, et ensuite, vous pouvez demander, qu'est-ce qui justifierait une augmentation ? Je l'ai fait récemment. Je l'ai dit, on m'a dit, il faudrait que tu sois indispensable à l'équipe. Ok, très bien. Comment est-ce qu'on va savoir que je suis indispensable ? Il va falloir que tu sois la personne référente sur tel et tel sujet, etc., etc. Donc, les gens, potentiellement, vont vous donner des clés pour que vous méritiez cette augmentation. Ce qui n'est pas garanti. Attention, il y en a qui vont vous dire non, moi, c'est très bien, je veux rien de plus. Parce qu'ils vont vous voir venir. La deuxième étape, ça va être de dire, écoutez, j'ai d'autres opportunités à un taux journalier supérieur parce que vous aurez travaillé votre acquisition client. Alors, vous pouvez toujours bluffer, c'est possible, à vous de voir avec la stratégie avec laquelle vous êtes le plus confortable, plus à l'aise. J'ai aussi progressé. C'est-à-dire que par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, je pense les avoir atteints et voici les preuves comme quoi je les ai atteints. Donc, je suis productif. J'aimerais qu'on continue à travailler ensemble. Est-ce que ça vous paraîtrait déraisonnable que l'on passe mon taux journalier à X euros pour continuer à travailler ensemble ? Donc, vous augmentez vos prix. Ou quelle est l'augmentation que vous pourriez me proposer aujourd'hui ? Et là, vous ne dites plus rien et vous laissez l'autre parler. Pourquoi est-ce qu'on accepterait de vous augmenter ? Ça, c'est une question que me posent certains freelances. Ouais, Lilian, ok, c'est cool tout ça, mais pourquoi est-ce que le client il accepterait ? Déjà parce que il va falloir qu'il vous remplace si vous partez. Et qui dit remplacer une personne dit coût du turnover. Ça coûte cher de remplacer quelqu'un. Il va falloir remettre de l'effort pour recruter la personne, pour l'onboarder sur le projet, pour qu'elle monte en compétences. La montée en compétences, ça coûte très cher aux entreprises. Le point noir de toutes des grosses entreprises notamment, c'est le turnover. Donc, il est peut-être même plus rentable pour l'entreprise de vous payer un peu plus cher que de prendre quelqu'un qu'elle va payer moins cher que ce que vous êtes au prix auquel vous êtes déjà. Donc ça, c'est important de l'assimiler. Ensuite, vous aidez aussi la personne à rationaliser. Votre demande, quelque part, elle est légitime. C'est un des curseurs d'une négociation qui est très puissant. C'est, attends, moi, je ne comprendrais pas pourquoi un nouvel arrivant, il serait au même prix que moi, alors que moi, ça fait 1 an que je suis sur le projet, que je maîtrise bien, etc., que je suis un poste clé, que j'aide les autres, vous voyez, que j'ai un effort, que je maîtrise, que je suis forcément beaucoup plus productif qu'une personne qui rejoindrait le projet. Donc, ça me paraît légitime, finalement, que ma rémunération reflète cette réalité. Maintenant, si vous êtes dans le cadre de missions récurrentes, plutôt pas vraiment au forfait, mais presque, c'est-à-dire que vous travaillez régulièrement avec un client et que vous voulez monter vos tarifs, vous pouvez, je vous ai donné un script parce que je sais que les gens aiment beaucoup les scripts. Bonjour, j'ai fait le point sur les tarifs que je proposais. Je suis arrivé à la conclusion qu'il était nécessaire de faire une légère augmentation. Précédemment, je vous demandais X. Désormais, le nouveau tarif est Y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'espère que ces nouveaux tarifs ne seront pas bloquants et que l'on pourra continuer à travailler ensemble. Voilà. Voilà quelques idées pour monter vos prix. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, j'ai vu que mon site était plus disponible durant la présentation. C'est génial. Ouais, alors je ne sais pas si c'est pas de ma faute parce que je crois que j'avais oublié le HTTPS en premier. Je me demande si c'est pas ça. En revanche, je l'ai remis ensuite parce que ça avait l'air de fonctionner. Et il fonctionne maintenant, vous pouvez nous dire ? Là où moi, en tout cas, j'y ai accès.
Ok. Est-ce que en tout cas, si les autres peuvent le dire aussi, s'il y a toujours accès ou non. Et alors, il y a eu quelques petites questions. Alors, dommage, ça m'est parti entre-temps parce qu'il avait posé 2 questions intéressantes. Bon, déjà, la dernière question de l'onglet questions qui avait été posée par Sam, peut-être que tu pourrais y répondre. Quelle était la question? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Alors, je suis chez mon client depuis 6 ans. J'ai eu 45% d'augmentation depuis mon arrivée, sauf que j'ai changé de poste. Me conseillez-vous de chercher ailleurs ou de renégocier? C'est un peu le sujet. Les deux. Il faut faire les deux. Systématiquement, les deux. On renégocie et on va voir ailleurs si on n'est pas mieux servi. Parce que l'aversion à la perte est un moteur de prise de décision pour les gens qui est beaucoup plus fort que la perspective des gains. Ça a été théorisé, je crois, en 2008 par le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman, qui a démontré cela avec la prospect theory, je crois. Donc, c'est pour ça que, vous voyez sur les pages de vente, les réductions qui vont dire fin de la réduction avec le compteur. C'est parce que finalement, cette perspective de perte, elle nous drive beaucoup plus que la perspective des gains qu'on va avoir à l'idée d'acheter un produit. Donc, si tu lui fais comprendre et que tu lui dis, écoute, moi j'ai vu que j'ai d'autres opportunités aujourd'hui qui sont mieux payées, il va comprendre, l'employeur, que si demain tu pars, il va devoir te remplacer, ça va lui coûter cher. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut jouer que sur cet argument-là et qu'il ne faut pas aussi démontrer tout ce que tu lui as apporté, lui rappeler tout ce que tu as apporté à l'entreprise et tout ce que tu continues d'apporter à l'entreprise, parce que c'est aussi quelque chose qui est important. Il faut jouer sur les deux tableaux. Très bien. J'ai la question de Marwan qui vient d'arriver aussi intéressante. Alors, quoi faire si on peut se trouver dans le cas d'un... Alors, je ne sais plus lire. Quoi faire si on peut se trouver dans le cas d'un prétexte des achats qui n'acceptent pas les freelances? Alors, je pense que ce que veut dire Marwan, c'est que si jamais les achats n'acceptent pas les freelances, c'est mon cas avec Carrefour, après avoir été accepté côté client depuis 1 mois, et entre-temps, ils ont demandé de me baisser le TGM de 50 €. Je ne comprends pas très bien la question, mais en tout cas, moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'était surtout, est-ce que vous aviez, Emmanuel ou Lilian, des tips pour, parce que c'est pas la première fois que je vois passer la question, pour les boîtes qui disent, en tout cas, est-ce qu'on peut aller postuler chez les boîtes qui ne recrutent pas de freelance, tout en disant qu'on arrive avec une prestation de freelance? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est totalement possible. Il faut juste bien expliquer et peut-être proposer juste une partie du poste, parce qu'en tant que freelance, ça me paraît compliqué en tout cas, si on n'est pas à plein temps, de faire le job de toute une personne et de jouer un rôle dans l'équipe qui soit essentiel. Je pense ça peut servir pour analyser le besoin et proposer en fait une prestation qui peut rentrer dans ce cadre-là. Moi, ça m'est déjà arrivé en fait de travailler par exemple sur des stratégies un peu en tampon en attendant que le social media manager arrive et de proposer ça par exemple au tout début. Donc on peut, ouais. Donc la question, pardon Clément, c'était est-ce qu'il est possible de transformer une mission CDI en freelance? Ouais, voilà, c'est ça. Quand tu as une offre qui arrive en CDI, j'ai vu que tu avais partagé ton e-book tout à l'heure. Personnellement, je ne suis pas allé voir, mais est-ce que tu peux nous dire en 2 minutes Oui, alors c'est tout à fait réalisable. C'est une des méthodes que j'ai découpées et expliquées dans un de mes e-books et je vous ai mis le lien sur mon site. En fait, alors ça marche, cette technique, très bien si vous êtes dans un secteur type océan bleu. S'il y a beaucoup d'opportunités, peu de concurrents, vous avez de grandes chances de parvenir à transformer un CDI en mission freelance. Et la manière de procéder, c'est vous allez sur LinkedIn, vous regardez les offres d'emploi et vous contactez les gens en leur disant « Bonjour, j'ai vu que vous recherchiez tel profil. Êtes-vous complètement fermé à l'idée de travailler avec des freelances ?» Point d'interrogation, suivi de « Je pense pouvoir vous aider pour telle et telle raison » et vous partagez votre CV. Et la phrase clé à retenir, c'est « Êtes-vous complètement fermé à l'idée de travailler avec des freelances ?» Parce que personne n'aime complètement se fermer des portes. Donc, la personne vous répondra peut-être, à moins qu'elle vous réponde oui, et là, c'est mort. Mais si elle vous répond non, ce qui est généralement le cas, elle dit non, on n'est pas complètement fermé, mais on préfère des CDI. Et bien là, vous avez une opportunité parce qu'elle n'a pas complètement fermé la porte. Vous avez un léger, vous allez peut-être pouvoir vous glisser dans l'espace restant. Et il va falloir être convaincant.
Je suis assez d'accord. Je connais plusieurs cas de personnes qui ont fait ça et ça m'est même moi-même arrivé. En fait, même avec des offres de stage où le budget est moins grand, mais potentiellement avoir pour faire un jour par semaine ou des choses comme ça peut fonctionner. Si on revient un petit peu sur le TJM, il y avait 2 questions qui étaient arrivées un petit peu avant que tu fasses ta présentation, Lilian, et qu'on n'a pas trop, dont on n'a pas trop parlé. La première, c'est déjà comment trouver son premier TJM. On n'a pas trop. Enfin, c'est vrai que là ici, je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui sont plutôt déjà en place et bien implantés. Mais si jamais il y en a qui nous écoutent et qui qui sont pas encore qui se sont pas encore lancés, est-ce que vous avez des petits tips pour trouver ce premier TJM? Regardez ce que proposent les concurrents par rapport à l'expérience, etc. Faites une moyenne, utilisez ça comme base et allez-y. Ne tergissez pas trop. Ça, c'est le genre de sujet, il ne faut pas y passer plus de 20 minutes. Foncez. Testez un premier TJM, avancez. Emmanuel, est-ce que j'imagine que Oui, tu dois avoir un avis là-dessus? moi, j'avais testé aussi un premier TJM par rapport à mon expérience que je voyais autour de moi, etc. J'avais demandé conseil à des gens qui faisaient la même chose que moi, tout simplement, et qui avaient le même niveau d'expérience. Et puis après, j'ai demandé à des clients, en fait, après, a posteriori, après la mission, etc., pour Ok. potentiellement réévaluer. Pas bête d'avoir un peu l'expérience d'autres, parce que ceux qui sont de l'autre côté et qui reçoivent plein de demandes de freelance. Ouais, ok, intéressant. Aussi, petite question, j'ai une question qui parlait de missions courtes avec TJM élevé ou missions longues avec un TJM moins élevé. Est-ce que, moi, cette question m'a fait penser, est-ce que mission longue égale TJM moins important, Lilian? Alors, je pense être la preuve que non, mais je ne veux pas me vanter non plus. Pas forcément. Et effectivement, vous allez peut-être vous vendre plus cher sur des missions type analyse, audit, où il va falloir une expertise et vous allez dire, bon, et même de manière structurelle, c'est-à-dire que moi, lorsque j'ai un client qui vient me voir et il me dit, j'ai une mission de 3 jours, je ne vais pas lui annoncer mon prix que je facture à des clients qui vont prendre pendant 1 an. Ça paraît logique. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais mal me vendre pour des clients qui me prennent 1 an. Je vais toujours essayer de monter mes prix de manière générale. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais je pense que cette notion de TJM, n'essayez pas de trouver un TJM parfait. Ça se négocie, ça se travaille. Ne cherchez pas la réponse. Il n'y a pas de TJM parfait.